Coco, Hey, viens là. c'est l'Afrique qui frappe à la porte. L'Afrique enchantée. Oh yes. Vladimir Cagnolari, Soro Solo. Yeah. Tous les dimanches, de 17h à 18h, sur France Inter. Bonjour et bienvenue dans votre Afrique enchantée. Aujourd'hui, n'allez pas croire qu'on fait de la science-fiction, même si ça y ressemble fort. Non, on vous emmène dans un monde où le chaos et l'harmonie s'affrontent, où la volonté de puissance et l'intelligence cherchent leur équilibre, Forcément. où les hommes de la tribu des flammes tombent amoureux des filles de la tribu des orages. Ce monde, c'est notre monde, et c'est le monde du Mvet. Très cher Soro Solo, Oui. toi dont l'imagination est aussi débridée que les pas de danse, comment vas-tu? Je vais très bien. Et tu as parfaitement raison. L'imagination est à la danse, c'est qu'elle est aux mathématiques. Le moteur de toutes les découvertes. Amen. Dis-moi, vieux père, t'es-tu déjà vu en train de voler jusqu'à toucher la lune, te transformer en barrage et inonder toute une contrée, ou bien encore déclencher la foudre et les orages par la simple puissance de ta voix? Toi là, tu as trop regardé la télé. Bon, ça c'est vrai. Mais tu sais aussi qu'avant la télé, il y avait déjà la télé. Et en Afrique, c'était les grandes épopées. Et Oui. croyez-moi, vous qui nous écoutez, Dragon Ball Z, Goldorak, Star Wars et l'incroyable Hulk peuvent aller se rhabiller. Ticket, nyam na kam, bitari na man kab nan don, apura na man kab nan don. Jam gan ma lebok, kurgan ma vekop, na jam gan ma lebok. Wani min gine ya, wani min gite nyap ma song ma num ni mu. Wani min gine ya, wani min gite nyap ma be ma nung ya to. Wani min gine ya, wani min gite nyap ma kan ma nung ya mus. Ma vama tenya ma pam gamora nunga, gamora telenya, belenya awo ida ma wo. Tenya bleje, tenya ble mam kia, tenya bleje, tenya blende mamo, tenya bleje, tenya bli kwani kwani, tenya bleje, tenya blo pau pau, tenya bleje, tenya ble mumu, tenya bleje, tenya bli nami nami, tenya bleje, tenya ble bange bange, tenya bleje, tenya ble dam dam, tenya bleje, tenya ble mam. Ticket, nyam na kam. Ticket, nyam na kam. Ticket. Bitari na man kab nan don. Appa na man kab nan don. Bitari na man kab nan don. Appa na man kab nan don. Ticket, nyam na kam. Ticket. Kurgan ma vekop, nyam gan kam. Kurgan ma vekop, ticket ma vekop, nyam na gan ma kam. Ticket vekop, kurgan ma vekop, nyam gan kam. Kurgan ma vekop, nyam gan kam. Kurgan ma vekop, nyam gan kam. Wani min gine ya, Wani min gite nyap ma kan ma no yam. wani min gine ya, Wani min gite nyap ma be ma no yam tut. wani min gine ya, Wani min gite nyap ma fu ma parang. wani min gine ya. Wani min gite nyap ma sum ma tumim. Ma vama tenya ma pam gamora nunga, gamora telenya, belenya awo ida ma wo. Mangwan beti, Mangwan beti ma mati zamati. mangwan beti, Mangwan beti ma mati zamati. mangwan beti. Parang kenga mono se chile mora. C'était le titre Betty par la Camerounaise Saline Niolo sur France Inter. Et on la remercie pour cette entrée en matière, puisque pour l'accompagner dans cette chanson, vous avez sans doute entendu le son de cette harpe dont on égrène les cordes et qu'on appelle en Afrique centrale le Mvet. Le Mvet, c'est un instrument qu'on trouve chez les Fans, des populations qui vivent aujourd'hui principalement au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale. Ces agriculteurs qui pratiquent aussi la chasse en forêt, ils seraient arrivés en Afrique centrale après de longues migrations. Sans doute, même si les historiens discutent beaucoup sur ce point, sans doute de la Haute-Égypte. En tout cas, aujourd'hui encore, le ciment qui relie les fangs des divers pays, c'est justement le Mvet qui est cet instrument.
Or, cet instrument accompagne les grands récits épiques qui racontent les origines mythiques des Fang et surtout leur vision du monde et des hommes. Même si elle se raréfie, cette épopée est encore racontée aujourd'hui. On l'appelle le Mvet épopée Fang. Oui, à l'époque des grandes migrations du peuple Fang, nous dit l'épopée, Oyonnax Dangono, l'ancêtre de tous les joueurs de Mvet, tomba dans le coma. Ses camarades, qui guerroyaient contre les populations qui leur barraient la route, le transportèrent dans leur fuite. Son coma dura 1 semaine. À son réveil, Oyonnax Dangono révéla aux Fang comment dans son coma, Eyo, la source de vie et de toutes choses, lui était apparue. Eyo lui montra comment il avait créé le monde à partir d'un œuf. Un œuf de cuivre ou de lumière selon les traductions. En tout cas, un œuf dans lequel il avait placé l'intelligence et la puissance. Quand l'œuf explosa, ce fut le Big Bang. Et c'est ainsi que le cosmos, le ciel et ses étoiles, les nuages et la terre, bref, l'univers furent créés. Puis vint le tour de l'homme, car Eyo, la source de vie, voulait qu'un être doué d'intelligence et de la parole puisse le connaître et savoir que tout émanait de lui. Ayant montré tout cela à Oyonnax Dangono, Eyo lui indiqua comment construire une harpe sitar avec laquelle il raconterait aux hommes leurs origines et leur dirait les épopées qui leur donneraient du courage. Oyonnax Dangono, revenu de son coma, raconta cela aux hommes et leur apprit une formule, celle que disent encore les conteurs de Mvet. Je sème le vent. Oui. Je tire l'éléphant. Oui. Que les oreilles écoutent. Qu'elles écoutent le Mvet. Au Gabon, où les Fang sont très nombreux, les épopées de Mvet sont encore vivantes. Pour vous donner une idée de ce qu'elles sont, on s'est installé dans la cour de Jean-Galbert Nzé, sculpteur gabonais. Il sera notre interprète pour entrer à petits pas dans le monde sans fond du Mvet. Jean Galbert s'est passionné pour cet héritage culturel comparable à ce qu'étaient pour les Grecs les épopées d'Homère. Assis à côté de lui, un Mvet, un vieux joueur de Mvet qui, aujourd'hui encore, dit aux fans cette incroyable collection de récits venus du fond du temps. Qui c'est ce monsieur? C'est monsieur Owen Baléon. Il est conteur de Mvet traditionnel. Le nom de l'instrument, c'est le Mvet. Et c'est donc au son de cet instrument que nous sommes en train de nous faire bercer. Pour le fond, le Mvet, c'est d'abord cette harpe sitar, Mvet Oyon. Le Mvet, c'est aussi l'épopée que l'artiste transmet, un Mvet. Le Mvet, c'est également l'artiste lui-même, un Mvet. Alors le tout donne, d'une manière générale, ce que nous appelons Mvet Oyon. Le Mvet Oyon est une philosophie, un enseignement. Le Mvet est aussi vieux que le monde. En fait, comme toute culture, comme tout folklore, le Mvet n'a pas d'âge. Le Mvet, c'est un peu votre mémoire. Oh oui, c'est notre mémoire. Dans quelles circonstances on joue le Mvet? Actuellement, le Mvet se joue essentiellement en 3 circonstances. Lors des deuils, notamment les levées de terre et les retraites de deuil, c'est un Mvet mortuaire. Lors des mariages, c'est un Mvet de réjouissance. Et lors de recueillement, c'est-à-dire on a bien envie de nous retrouver, on invite un conteur de Mvet qui nous dit quelques épopées, peut-être pour nous ressourcer, peut-être pour nous enseigner sur certaines choses, mais c'est comme ça. Alors, je crois savoir que les histoires de Mvet sont très nombreuses, presque autant qu'il y a d'hommes, on pourrait presque dire.
Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des constantes dans ces histoires, avec des personnages qui reviennent. Il y a un univers bien campé pour le conteur de Mvet. Est-ce que tu pourrais nous le décrire? Sommairement, il y a autant d'histoires de Mvet qu'il y a des jours dans le monde. Vous n'arriverez jamais à atteindre le fond des histoires. On vous en comptera des milliards et des milliards, il en restera toujours des milliers et des milliers. Alors, seulement, quelles que soient ces épopées, il y a quelque chose de fondamental. D'abord, qu'il y a deux mondes qui s'opposent. Un monde dit mortel, c'est le peuple d'Engon. Un monde dit mortel, c'est le peuple d'Okun. Alors, les enjeux sont les suivants. Il y a une question d'acquisition de l'immortalité que le peuple d'Engon a acquis. Alors, si on acquiert quelque chose, c'est que il y a un cheminement. Et c'est cette immortalité-là qui a été acquise par les peuples d'Engon que veulent ravir ceux d'Okun, qui eux, jusqu'à aujourd'hui, sont mortels. Alors c'est pourquoi lorsque, parmi les peuples d'Okun, un arrive à se hisser au-dessus de la communauté, sa première mission est d'asservir les autres. Et suite à cet asservissement, qu'il voudrait conquérir le monde jusqu'à avoir l'immortalité. Et c'est ce qui entraîne sa perte. Parce que à Engon, ce n'est pas un individu qui va combattre, mais c'est toute la société qui va combattre ce prétentieux qui prétend ravir l'immortalité aux autres. Alors, Papa Léon Woolomba vient de chanter un extrait d'une histoire. C'était quoi cette histoire? Alors, l'épopée qu'il a dit, notamment l'extrait qu'il va présenter, était ou bien reposait sur le fait que un nommé Zemedan, natif d'Engon, s'était posé une question du fait qu'à Engon, il y a un nommé Damutu, qui s'avère est le plus riche et le seul plus riche d'Engon. Alors, donc, nous sommes dans cet opposé à cette situation. Alors, c'est pourquoi il a décidé d'aller rencontrer ce monsieur-là afin qu'il lui donne aussi le secret de sa richesse, parce que lui aussi devrait être riche. Et Damutu, qui est le père, parce que vous savez, dans la généalogie fan,
le fils du frère est aussi son fils. Donc, Madame Tour est également le père dans un Zamadan. Et Madame Tour dit en Zamadan, fils, est-ce que tu peux être riche? Parce que moi, te connaissant ta hargne, connaissant comment est-ce que tu te comportes, est-ce que tu peux être riche? Il dit oui. Alors, pourquoi est-ce que Madame Tour pose cette question en Zamadan? Parce que Zamadan, c'est un querelleur, un bagarreur. Quelqu'un qui ne vit que de conflits. Il n'est pas en paix s'il n'a pas causé une situation où les gens sont obligés de se battre. Ah, là, c'est pas lui. Alors, donc c'est pourquoi son père lui demande, mais enfin, avec ce comportement-là, est-ce que tu peux être riche? Il a dit oui. Il dit ok. Comme tu veux être riche, je te demande de m'apporter 4 éléments. Alors, le premier élément est que amène-moi ici un albinos vivant. Parce qu'on se demande dans lui, si on lui demandait d'amener un albinos, c'est sûr qu'il aurait apporté mort. Il a dit, je le veux vivant. Oh, mieux vaut préciser. Oui. Apporte-moi aussi un enfant qui n'est pas encore né, qui n'est même pas conçu. Apporte-moi une tranche du ciel. Alors, lorsque tu m'aurais rassemblé ces éléments-là, eh bien, je te donnerai le secret de la richesse. Mais est-ce que tu peux me les procurer? Vous avez accepté. Alors, vous voyez que si l'épopée aurait continué, c'est justement dans la quête de ces éléments-là, qui, à la limite, sont des éléments impossibles à se procurer, que résiderait toute la beauté de l'épopée. Parce que là, il serait obligé d'aller s'affronter à d'autres personnes qui certainement possèdent ces éléments, mais ne sont pas prêts à les lui donner. Le joueur de Mvet, Léon Owonomba, nous livre donc un fragment de l'histoire de Zémédan, l'un des plus fameux guerriers d'Engon, le royaume des immortels. Un royaume où on ne peut manquer de croiser Akomamba, l'autorité qui dirige avec sagesse, mais aussi Engwan Ondo, le chef de l'armée d'Engon, ou encore Enongaotse, le devin puis de science. Et chacun d'entre eux est à lui seul une épopée. Bon, revenons à celle de Zémédang, qui veut devenir riche comme son oncle. Et puis quoi encore? Une histoire comme celle-là, elle intéresserait beaucoup de personnes parce que actuellement les gens sont en quête de richesse. Et justement, il nous pose, le père de Zémédang nous pose un problème important. Parce que acquérir la richesse, ce n'est pas chose facile, c'est le processus de toute une vie. Or que, à écouter Zémédang, c'est comme si il suffirait qu'il aille appuyer sur un bouton et puis voilà la richesse qui arrive. Ce n'est pas pour rien que cette épopée a été transmise. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes que nous sommes en quête de richesse à une vitesse exponentielle. Nous refusons d'admettre que être riche est un processus. En fait, c'est une finalité. C'est un peu la moralité. C'est-à-dire, on ne peut pas se déplacer un beau jour, aller chez un marabout, comme ça se passe chez nous, pour lui dire, je voudrais être riche, donne-moi le secret de comment faire pour être riche. Ou il vous arnaque, parce que lui non plus n'a le secret de la richesse. S'il avait, ben il serait riche depuis et il s'en foutait comme tout le monde. Et en fait, c'est un peu cela, la morale qui se cache derrière cette épopée. Ce que Jean Galbert Nzé appelle la morale signifie surtout l'enseignement. Des enseignements dont s'inspirent ceux qui veulent en capter la sagesse. Cette sagesse des Fang, notre ami le conteur Binanga Zolo, Fang du Cameroun, la cherche dans les chants de fables Mikana,
qu'il joue sur scène. Mais il s'intéresse aussi depuis fort longtemps au Mvet, source inépuisable de méditation. Et pour un conteur, source inépuisable d'histoire. Celle qui oppose toujours les mortels d'Oku aux Ekans, les immortels qui peuplent le royaume d'Engon. Les épopées d'Emvet racontent toujours des expériences de vie d'humains qui sont poussés par leur passion, qui sont poussés par leur idéal, qui sont poussés par des tas de motivations. Par exemple, dans un des livres de Tyrandon, il y a ce héros-là, Doku, qui estime que le problème des terriens vient du fait qu'il y a du fer. Et que c'est avec le fer qu'on fabrique les armes. Et les armes servent à faire la guerre. Et la guerre tue les gens. Donc, si on veut arrêter la guerre, il faut faire disparaître les métaux de la surface de la terre. Il se trouve que ce héros-là lui-même a été fabriqué par son ancêtre, qui était le patriarche d'un clan faible. Ce clan était déconsidéré par tous leurs voisins. Il en a eu assez d'être le paillasson de tous ses voisins, de toute l'humanité. Il décide donc de se sacrifier pour que son fils devienne un homme puissant. Il fabrique donc cet homme puissant, et cet homme puissant est métallique. Il est apparemment de chair et d'os, mais en réalité, il est totalement métallique. Et aucun métal ne peut le blesser, ne peut le toucher. Et sa mission, c'est, puisqu'il est de fer, il va donc faire disparaître le fer, parce que le fer est à l'origine de tous les problèmes de la planète. Et évidemment, tu penses bien, les autres hommes puissants ne l'entendent pas de cette oreille. Ils résistent, mais comment résistes-tu à un homme métallique? Le gars est irrésistible, il défait tous les hommes puissants de son voisinage. Le problème, c'est que parmi ces hommes puissants, il y en avait un qui avait promis sa fille à un héros d'Engon. Donc, quand il se sent attaqué, il demande à sa fille d'aller se plaindre chez les Ekans, les gens d'Engon, d'aller voir son beau-fils pour qu'il vienne le venger. Donc, évidemment, la fille s'en va. Je t'évite les péripéties et tout. La jeune fille va donc rejoindre son fiancé et lui raconter que son beau-père a été malmené par un type qui veut faire disparaître le fer de la surface de la terre. Donc, évidemment, tu penses bien, il y a un commando qui arrive donc d'Engon pour régler le cas de ce homme puissant d'Oku. Évidemment, quand ils se retrouvent confrontés au gars, le combat est rude, ils n'arrivent pas à le défaire, ils ne comprennent pas d'où cela sort. C'est qui ça? Donc, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, repli stratégique, on va consulter Akomumba. Akomumba convoque un homme Gaotsa. Le puits de science. Le puits de science. Un homme Gaotsa tombe donc, comme souvent dans ces cas-là, dans sa transe mystique et va donc parcourir l'univers jusqu'à retrouver là où l'ancêtre de l'homme métallique avait caché la puissance de cet homme-là. Donc on le défait à la source. Mystiquement. Mystiquement. Mystiquement et scientifiquement. Parce que là, c'est scientifiquement, c'est-à-dire qu'ils vont à l'endroit où se situe la matrice qui a fait le gars. On défait la matrice. Et l'homme n'a plus de puissance. Et en ce moment-là, les guerriers d'Engon s'attaquent à lui et il est défait. Mais comme sa mission n'était pas juste une mission qui consistait à défaire les puissants pour défaire les puissants, sa mission était honorable. Ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont adopté. Ils lui ont dit, le monde ne peut pas fonctionner tel que toi tu l'imagines là. Un individu ne peut pas décider pour toute la planète qu'il y ait du fer ou pas. C'était une erreur. Parce que la puissance nous conduit souvent vers ce type d'erreur-là, de vouloir imposer à tous les humains notre point de vue.
C'est, me semble-t-il, la nécessité vitale d'apprendre l'humilité. Les étangs, c'est la limite pour l'humain. On ne peut pas aller au-delà. Il s'agit d'accepter, d'intégrer avec humilité sa condition de mortel. Mais ceci ne peut pas mettre de limites dans nos imaginaires, parce que nos imaginaires n'ont pas de limites. Nos imaginaires ont besoin d'aller au-delà de nos limites physiques à nous. C'est pour ça qu'on imagine des histoires, c'est pour ça qu'on raconte des histoires, c'est pour ça, à travers nos différents mythes, nous essayons de nous sublimer. Et quelque part, je crois que pour l'enfant, et dans la culture mvet, mon interprétation de cette affaire, c'est l'apprentissage de l'humilité. On ne pourra jamais aller au-delà de l'infini. On ne pourra jamais aller au-delà de nous-mêmes. Dans le mvet, la limite, ce sont les écans. Comment vaincre les écans? Le mbomvet, par exemple, à la différence du djeli dans le mandé, Ce qu'on appelle le griot souvent en griot, français. c'est que le mbomvet n'est pas celui d'un monarque. Le mbomvet choisit son maître, recherche son maître. Et le mbomvet engage toute son existence dans le mvet. Il apprend donc à fabriquer l'instrument tel que les anciens grands maîtres de mvet l'ont enseigné. Il apprend à en jouer et il apprend à chanter. Il apprend à dire les épopées de mvet. Il apprend à danser. Et quand il raconte, il incarne tous les personnages de son épopée. C'est donc un artiste complet, total. C'est ce que j'ai vu quand j'étais enfant. Avec la particularité que chez nous,
les choses, comme d'ailleurs toutes les humanités d'avant, la configuration scénique était toujours circulaire. Le Mbomvet est au centre, le public tient le rythme. Le Mbomvet est porté par son public, qui lui tient de cœur et qui rythme tout son récit qui peut durer des semaines entières. C'est-à-dire que, par exemple, il vient, il compte toute une nuit, Voilà. on s'arrête au petit matin, le lendemain encore, la nuit, ça va reprendre. La nuit, ça va reprendre. Et c'est généralement, ça se passait quand j'étais enfant. Bon, mon grand-père, il invitait toujours les Mbomvet. C'était généralement dans la période des récoltes. Donc, quand le Mbomvet arrive, c'était déjà, tel qu'on aurait pu le dire aujourd'hui, des professionnels, hein, c'est-à-dire que c'est leur vie, ils vivent de ça. Ce ne sont pas des cultivateurs, ce sont des Mbomvet. Donc, quand ils finissent de jouer, on leur donne des présents. Et pendant toute la période de récolte, ils vont de village en village. Et quand le gars arrive chez lui, il a de l'arachide, il a du plantain, il a des poulets, des moutons et parfois des femmes. Je ne sais pas si Léon Owonomba a déjà eu la main d'une fille dont il traversait le village pour dire l'épopée. En tout cas, Léon Owonomba, c'est ce Mbomvet rencontré à Libreville au Gabon. Mais comme ses collègues, il voyage du Gabon au Cameroun en passant par la Guinée équatoriale, invité par les Fang qui veulent entendre le Mvet. Mariage, levée de deuil, réjouissance. Mais comment choisir quelle histoire, quelle épopée raconter dans l'infini univers des possibles du Mvet? C'est selon l'inspiration du moment. Je ne me prépare pas pour dire, lorsque j'irai à telle cérémonie, je devrais dire telle épopée. C'est dès que je suis assis que le Mvet, je présume que c'est ça, me dit c'est le message que tu dois transmettre aujourd'hui. Donc en suivant ça, c'est pas vous qui choisissez, mais c'est le Mvet. Oui, c'est le Mvet qui emmène l'épopée. L'épopée et l'épopée de Mvet. Alors c'est le Mvet qui décide de son épopée. Et cette épopée, est-ce qu'il vous arrive d'inventer une histoire? C'est bien bête, mais là, bon vet, même temps, bon vet, bien été. Maintenant, on a mis l'âme-so, en état neuf. Et on vient y maintenant, on va jouer bon vet, pour ça, on va faire un envers, on va y aller bon. Ce n'est pas nous qui inventons les épopées. Nous ne créons pas d'épopées. C'est lorsque je deviens un conteur de Mvet que l'épopée arrive. Je n'invente rien. Je ne modifie rien. Je me disais qu'il était arrivé justement que des joueurs de Mvet prophétisent en quelque sorte des situations politiques, comme ça s'est passé ici. Oui, les joueurs de Mvet peuvent prophétiser des situations, parce qu'il dit une situation qui ne vit pas présentement là maintenant, mais qui peut par la suite subvenir à cette communauté-là. C'est le cas du récit Abia d'Akiobian, qui prophétise une situation. Akiobian, c'est un autre joueur de Mvet. C'est un autre joueur de Mvet qui est malheureusement décédé, qui a prophétisé cette forme de démocratisation que nous vivons en Afrique, pas seulement au Gabon, mais en Afrique ou dans le tiers-monde en général. Les gens allaient en exil,
qui ont appris, qui ont acquis des connaissances et qui sont revenus conquérir le pouvoir. Et finalement, le pouvoir a fini par les conquérir. Et ils se sont installés comme si rien ne s'était passé. Ça sonne comme la vraie fausse démocratie. Justement, et c'est exactement celle que nous vivons. Or que le peuple qui pensait être opprimé, s'est retrouvé complètement arnaqué et ne savait plus à quel sein se vouer. Et c'est exactement ce que nous vivons dans le tiers-monde et peut-être aussi en Occident. Ces vendeurs d'illusions qui pensent changer tout, mais à la fin, c'est lui qui finit par changer. Les histoires de Mvet qui n'ont ni temps ni âge peuvent raconter l'hier comme l'aujourd'hui et pourquoi pas le demain. Les joueurs de Mvet, les Mbomvet, suivent un enseignement long de presque toute une vie. Il faut 15 ans, 20 ans à cela pour devenir maître, quand ce n'est pas plus. C'est alors qu'ils entendent, dit-on, la voix d'Eyo, la source de vie, qui leur parle comme elle parlait autrefois à Ayala Dangono, le premier joueur de Mvet. Et toutes ces dimensions du Mvet ont aussi interpellé François Bingono, journaliste et musicologue camerounais interrogé à Yaoundé par Fabien Essiane. Il faut retenir qu'il y a des genres dits mineurs. Ça, c'est l'ensemble des joueurs de Mvet qui n'ont pas percé leur cycle initiatique jusqu'à aller dans la découverte astrale, la découverte du monde astral. L'anthropogonie n'est pas leur affaire. Ce sont d'habiles joueurs de Mvet, ce sont d'habiles poètes, mais ils ne sont pas ouverts au monde de l'au-delà. Voilà les genres mineurs. Il y a maintenant les genres majeurs, dont notamment le genre Ekan, dont on sait que l'enjeu est un ensemble de combats incessants entre le peuple Ekan immortel et le peuple Oku. Les deux sont d'essence divine, à la différence que le peuple Oku est mortel parce qu'il a perdu le principe de l'immortalité. Les incessants combats qui les opposent donc consistent chez les uns à conserver le principe de l'immortalité et chez les autres à tenter de le leur ravir, d'où ces grandes épopées-là. Et maintenant, par rapport à ces épopées même, elles ne relèvent pas de simples élucubrations du poète. Ce sont des gens qui ont percé les mystères de la vie, les mystères de l'univers. Ils rapportent donc en fait des combats qui se passent dans les mondes supérieurs. Parce que quand on a la possibilité de transcender ce monde-ci, et Montmilan, qui est le monde éphémère, le monde où tout passe, le monde brouillon du véritable monde, c'est-à-dire le monde matériel, le monde physique, le monde visible, quand on a donc la possibilité de transcender ce monde-là et d'aller au Bekon, qui est le monde de l'au-delà, eh bien, c'est un espace-temps où il n'y a plus d'espace, où il n'y a plus de temps, où on peut voir ce qui s'est passé dans des temps immémoriaux, où on peut également scruter l'avenir. C'est pour ça que les grands initiés de Mvet sont dotés de valeurs divinatoires, de valeurs prophétiques, ils deviennent des mages. Ils rapportent donc des hauts faits qui se sont passés, soit dans les temps immémoriaux, comme je viens de le dire, soit qui sont en train de se passer, mais en fait, c'est la restitution donc de l'objet de ces visions. L'homme qu'on appelle Ondomba eut un fils. Il lui donna le nom de Mekui Mongomondo. Dès que Mekui Mongomondo fut en âge de se marier, il demanda à son père, « Quand vais-je me marier ?» Alors son père lui dit, « Un fils d'Ekan ne demande jamais à son père, « Quand vais-je me marier ?» Et son père jura, « Que je disparaisse et vois les morts alors que je pleure Ngema. Si tu oses encore m'adresser une telle question, je te coupe la tête ou je te bannis. »
Voilà pourquoi son fils resta assis pendant 2 jours. Quand il vint à nouveau demander à son père, « Quand vas-tu me marier ?»« Tôt !» Ainsi gronda alors son père. Et un violent orage secoua 9 fois le ciel. La cour fut alors plongée dans des ténèbres épaisses. Or, voici Condor lui-même prit le corps et sonna. Ko! Le ciel redevint aussi clair qu'un ciel au point du jour. Aïe, 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 Nyoman! L'Afrique enchantée. Les épopées, l'art de les dire et de les comprendre, malheureusement, tout ça se perd de nos jours. Faut dire que les temps changent et le sacerdoce qu'est la vie de joueur de Mvet en décourage plus d'un. Il reste encore, malgré tout, quelques maîtres du Mvet. C'est le cas en Guinée équatoriale, qui est avec le Gabon et le Cameroun une de ses terres d'élection. C'est dans ce pays-là que notre infatigable fan Fabien Essiane a rencontré le Mbomvet Oscar Zoué Ella. Le Mvet est pour nous comme une Bible. C'est notre héritage. C'est l'ancêtre de la musique. La musique moderne est née du Mvet. Mais très peu de personnes le savent. Le Mvet est pour un fan le summum de la connaissance musicale. Le tambour, le tam-tam, tous ces instruments sont nés du Mvet. Le Mvet est une communication. Ces messages étaient transmis de bouche à oreille. Si je rencontre quelqu'un qui est intéressé par le Mvet, je n'hésiterai pas à lui offrir mes services. Parce que le Mvet est en train de mourir. Il vaut mieux transmettre la sagesse tant qu'on a encore la force de le faire et que l'esprit nous le permet. Je pense que c'est une nécessité de rendre cette culture-là accessible à tous les humains, parce que les autres humains attendent de nous que nous racontions. Et le Mvet, quelque part, nous raconte et nous montre que avant aujourd'hui, nos ancêtres étaient déjà dans des postulats où ils avaient compris que l'être humain est capable de manipuler l'humain pour en faire parfois des armes mortelles. Le Mvet a raconté toutes ces choses-là. Le Mvet reste à découvrir. À ceux qui savent, de le transmettre pour qu'ils vivent et que le reste du monde puisse le connaître.
Merci à tous ceux qui nous ont livré ici leurs récits ou leurs interprétations. Bindang Gazolo à Paris, Léon Owonomba et Jean-Galbert Nzé à Libreville, François Bingono à Yaoundé et Oscar Zoué est là en Guinée équatoriale. Et si vous voulez poursuivre le voyage, rendez-vous sur la page de l'émission sur le site web d'Inter. À présent, c'est l'heure où la nièce Hortense débarque dans l'Afrique enchantée. La nièce arrive dans l'Afrique enchantée avec sa chronique en djaé. La nièce. Hey, salut les tontons, bonjour à tous. La belle raie dans la crinière. Bon alors moi je vous propose de rester dans l'univers du fantastique avec une installation à savourer au musée du Quai Branly à Paris, le rire, l'horreur et la mort. Tout un programme. Tout un programme. Au menu, des muscles, du sang, des armes, mais aussi des arbres dévorateurs, des chats démoniaques et des cercueils volants. Ce sont les ingrédients qui composent les films de série Z ghanéens et que l'on retrouve sur la quinzaine d'affiches présentées. Ces affiches, elles ont été réalisées pour les vidéoclubs. Entendez ici 4 planches de bois, 3 bancs, un poste de télé et un magnétoscope. Des vidéoclubs qui, avec l'arrivée de la cassette vidéo, justement, ont proliféré au Ghana à partir des années 80. Et ont remplacé les cinémas. Exactement. Et elles témoignent, ces affiches, bien, de l'émergence d'un cinéma très populaire, un cinéma fait d'histoires africaines effrayantes et édifiantes, où mythes, burlesques, outrances et hémoglobine font monter la sauce. Alors moi, les totos, eh bien, j'ai déambulé dans ce décor terrifiant en compagnie de Pascal Somade. Découvreur d'art et galeriste nomade de profession, Pascal Somade est également un collectionneur compulsif. Et c'est auprès de lui qu'il y a 10 ans, le musée du Quai Branly a acquis les affiches qui forment la plus grande partie de l'installation, le rire, l'horreur et la mort. Pour me mettre dans l'ambiance, Pascal Somade m'a confié, je le cite, avoir un goût certain pour la chose artistique déviante. Là aussi tout un programme. Ah oui. Traduction, Pascal Somade s'intéresse depuis longtemps à l'art populaire contemporain en général et à toutes les créations marginales fort lointaines en particulier. Pas étonnant donc qu'il ait été à Accra, au Ghana, en 2000 pour vivre les derniers instants d'un art populaire récent, unique sur le continent, car ces affiches n'ont pas été imprimées. Elles ont été peintes à la demande sur des toiles usagées de sacs de farine ou de riz par des artistes individuels ou des ateliers. Pour la plupart non signées, chacune est pourtant originale et atteste d'un style étrangement naïf, spontané, adapté à la rotation rapide des films qu'elle vante. Des films de série B hollywoodiens avec Alien et Homme-Machine, mais aussi des productions locales connues au Ghana et au Nigeria sous le nom de Juju Film. Juju pour sorcier. Ces films d'horreur, ou en tout cas toujours fantastiques car ils associent magie et sorcellerie, mélangent influences des cinémas américains, mexicains et asiatiques et croyances traditionnelles. Ouais, un vrai fatras mondialisé. Ces films, ils sont fabriqués pour la plupart du temps en une semaine avec des moyens limités. Ils sont très souvent moralisateurs, glorifient le triomphe du bien sur le mal et mêlent épisodes comiques et terrifiants pour dénoncer les maux associés aux sociétés urbaines contemporaines. Prostitution, corruption, fascination pour l'argent, etc. Alors dans le genre, eh bien, la série Diabolo, réalisée par William Akupofar, le pionnier des vidéoclubs ghanéens, a connu un immense succès. Tourné au Ghana entre 1991 et 1995, ces 4 épisodes racontent, écoutez bien, la malédiction d'un homme d'affaires transformé en serpent qui pénètre des prostituées pour leur faire vomir de l'argent. Ça, moi, je veux voir. Dans l'épisode 2, le serpent séduit une infirmière qui, devenue un zombie, va hanter l'homme serpent
jusqu'à ce qu'il trouve le salut grâce à la Bible. Oui. Tout un programme, tu le disais, là, décidément. L'affiche de ce deuxième épisode, Diabolo partout, est en tout cas l'une des préférées de Pascal Somade. Il y a une infirmière ou une nurse, on ne sait pas trop, qui a des lunettes et son petit tablier blanc et qui a la jambe droite enroulée par un serpent qui a l'air assez affamé. Et tout ça sur une espèce de bleu délavé, magnifique. C'est un vrai tableau du coup, là. Vrai tableau, nous dit Pascal Somade. Et oui, malheureusement, on ne trouve plus d'affiches peintes à la main au Ghana aujourd'hui. Et le programme des vidéoclubs, il est annoncé à la craie sur un tableau. Cet art populaire aura donc duré en gros 20 ans, des années 80 au début des années 2000. Quant au cinéma d'horreur, il reste marginal dans la production cinématographique ghanéenne. Et bien qu'il soit toujours aussi populaire, la télévision nationale persiste à ne pas le diffuser car elle le juge trop sulfureux. Une raison de plus pour se laisser envoûter par le rire, l'horreur et la mort. L'installation qui se tient jusqu'au 19 mai au musée du Quai Branly à Paris. Et pour en savoir plus, une seule adresse, vieux père, le www.franceinter.fr. Merci, Daniel. Chers auditeurs, on va devoir vous demander la route. Acceptez de nous l'accorder. Dans cette émission épique qu'il y avait aujourd'hui, l'immortelle reine Michel Solier, fille de la Lune et réalisatrice de l'Afrique enchantée. Avec elle, Loïc Frappesauce, technicien de la Tribu des Flammes. Et notre nièce Hortense Vol, chroniqueuse de la Tribu des Pluies. Notre cousine Églantine Chabasseur de la Tribu des Palas. Voilà. Et Fabien Essiane de la Tribu des reporters sans veste à poche. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, c'est l'ambiance facile de l'Afrique enchantée. Alors, chers auditeurs, c'est un continent, c'est-à-dire tout de suite maintenant que vous pouvez nous laisser vos demandes de disques et autres dédicaces sur le répondeur de l'Afrique enchantée, 01 56 40 2000. Chers auditeurs, ne l'oubliez jamais. Dans la joie comme dans les galères, on est ensemble. À la semaine prochaine.